Bonjour, nous recevons le grand photographe brésilien Sebastião Salgado. Bonjour Monsieur Salgado. Bonjour. Vous êtes depuis peu membre de l'Académie des Beaux-Arts, vous vivez à Paris, vous avez reçu le prix de la paix des libraires allemands. Todo bem, tout va bien? Tout va bien, dans la mesure du possible, avec les restrictions des coronavirus, avec un pays autre, parce que j'ai deux grands pays, la France et le Brésil, l'autre ne va pas très bien. Voilà, alors justement, je voulais vous parler un peu de cette actualité. Le nombre de morts a été multiplié par 2 en 11 jours dans ce pays de 210 millions d'habitants. Il y a tout de même 22 000 morts déjà. Le président Bolsonaro parlait d'une petite grippe au début. Maintenant, il s'autorise des bains de foule à Brasilia. Et puis, il y a des manifestations suscitées par les bolsonaristes contre la Cour suprême dans une ambiance un peu de menaces de coup d'État. Expliquez-nous ce qui se passe là-bas. Écoute, le Brésil va mal. On a un président d'extrême droite et c'est ça que je voulais beaucoup appeler l'attention des Français avec l'extrême droite. Quand l'extrême droite prend le pouvoir, comme on voit maintenant au Brésil, comme était dans tous les cas, la première chose qu'elle fait, c'est une tentative de détruire toutes les institutions pour mettre quelque chose d'autre en place. Et c'est ça qui est en train de se passer au Brésil. Donc il veut détruire tous les contre-pouvoirs. Il y a une vidéo litigieuse d'ailleurs dont les partisans de Bolsonaro voudraient la restitution, semble-t-il, où il appelle à destituer le chef de la police fédérale, etc. Non, mais pas seulement les contre-pouvoirs. Les institutions sont beaucoup plus que les contre-pouvoirs seulement. C'est ça qui est en train de se passer. Il essaye de déstabiliser les pouvoirs judiciaires, n'est-ce pas? Il y a eu déjà des grosses bagarres avec les législatifs. À la fin, il y a des rumeurs qui courent maintenant au Brésil, qui en parlent beaucoup des coups d'État, qu'il essaye de prendre le pouvoir et en essayant d'avoir l'armée avec lui pour qu'il puisse effectuer ces coups d'État, sinon il ne pourra pas faire un coup d'État sans l'armée. Et donc, avec tous les problèmes des coronavirus, qui lui l'a déstabilisé complètement. Et la politique, qui devait être une politique uniforme d'un pays, comme c'est le cas de la France, au Brésil, non. Il y a le pouvoir exécutif, lui, M. Bolsonaro, qui tire d'un côté les gouverneurs d'État. Oui, alors il y a une vive empoignade avec les gouverneurs qui ont eux-mêmes un pouvoir sanitaire. Les gouverneurs ont un grand pouvoir au Brésil. Le pouvoir de la province, c'est au gouverneur. Et en plus, il y en a des villes qui sont avec des maires pro-Bolsonaro, des maires contre Bolsonaro. Et donc, au Brésil, ça devenu vraiment incompréhensible. Un moment qu'il est vu entre très fort au Brésil. Les nombres que vous avez cités de morts, ce n'est pas vrai. Des scientifiques calculent qu'on doit avoir minimum entre 7 et 10 fois plus des cas et des morts qu'on indique officiellement. Parce qu'on indique seulement les gens qui sont morts dans un hôpital avec un test qui a dit oui, il avait le coronavirus. Vous êtes économiste de formation. Est-ce que quand le président brésilien dit que les mesures de confinement nuisent à la première économie d'Amérique latine, vous n'êtes pas d'accord évidemment avec cette sous-évaluation du danger du coronavirus? Oui, absolument. C'est un manque de respect à la population, aux êtres humains. C'est le même cas de la France. Vous êtes tous d'accord en France. Nous, on était tous d'accord pour un confinement. Au Brésil, ça aurait dû être le même. On devait être en train de sortir d'un confinement. On n'arrive jamais de finir d'entrer dans ce confinement. Donc, le problème est en train de multiplier à une vitesse incroyable au Brésil encore. Et les points hauts, on doit toucher vers le mois de juillet, avec un nombre de morts que vous pouvez imaginer dans un pays de... Et les Américains, dont on pensait que le président Trump était quand même proche du président Bolsonaro, viennent d'interdire l'entrée des ressortissants brésiliens ou de ceux qui sont allés au Brésil au cours des 15 derniers jours. Ils viennent d'interdire leur entrée sur le sol américain. Bien sûr. M. Trump n'est pas proche de M. Bolsonaro. C'est M. Bolsonaro qui veut être proche de M. Trump.
Il essaye de limiter à tous les points. Il fait toutes les concessions. Les Américains ne font aucune concession aux Brésiliens. Et le nombre de cas au Brésil, le nombre de cas aux États-Unis, ce n'est pas très différent, mais on met déjà des restrictions sur le Brésil. Et donc, c'est assez compliqué pour les Brésiliens. Revenons un peu à vous-même et à votre passion de la photo. Comment est-elle née? Vous avez produit plusieurs livres, albums, La main de l'homme sur les ouvriers, Genesis sur ces zones un peu inexplorées dans le monde. Là, vous préparez un grand projet sur les Indiens d'Amazonie. Expliquez-nous comment, au départ, comment est-ce que s'est créée cette passion? Vous savez, au départ, je n'étais pas, bien sûr, photographe, j'étais un économiste. Je suis venu en France pour faire mes études d'économie. J'avais déjà fait un master à l'Université de São Paulo. Je suis venu en France pour préparer un doctorat, pour me spécialiser dans l'économie mathématique. Je découvre la photo et peu à peu, la photo fait une totale invasion de ma vie jusqu'au moment que j'ai abandonné tout et je suis devenu photographe. Mais ça fait déjà des temps. J'ai 76 ans. Toutes ces histoires sont passées il y en a plus de 40 ans. J'étais photographe indépendant, j'étais à l'agence Gamma, d'abord l'agence Sigma, l'agence Gamma. J'ai passé des années, au moins 15 ans à l'agence Magnum. Et juste au moment que je suis devenu indépendant, c'est ça, on fait ma vie de photographe. Vous vous dites que la pandémie nous enseigne une certaine humilité ou devrait nous enseigner l'humilité face aux technologies dont nous sommes friands. Le virus, finalement, a eu raison de tout le monde. Le virus a eu raison de tout le monde. Le virus est en train de faire beaucoup de corrections sur des politiques qui auraient dû être appliquées d'une autre façon. Aujourd'hui, même en France, on est en train de discuter sur les hôpitaux, sur les salaires des soignants, sur les salaires des infirmières, des infirmiers, de tout le peuple qui travaille, les hospitaliers. Vous savez, l'équipement des hôpitaux, on a négligé. Et aujourd'hui, on a dit qu'on a fait des erreurs, donc le virus est en train de les corriger. Il faut qu'on fasse un retour énorme vers l'environnement, vers le respect de la planète. Le virus, c'est un peu un résultat de tous ces dérèglements qui sont en train de provoquer dans la planète, de toute cette destruction qu'on est en train de faire de la biodiversité planétaire. Je crois que c'est une énorme opportunité pour nous tous de nous approcher de notre planète. À travers votre institut Terra, vous avez replanté 1,5 million d'arbres autour de votre ferme familiale, si j'ai bien compris, si j'ai lu. Vous en avez encore 1 million en projet à replanter. Vous êtes en contact avec les Indiens Marubo. Vous pouvez nous raconter un peu cette aventure amazonienne? Non, notre projet environnemental, ce n'est pas en Amazonie. Le Brésil a deux grands écosystèmes de forêts. Un, c'est la forêt amazonienne, très connue. L'autre, c'est la forêt atlantique, une grande forêt aussi. Elle faisait au moins 2 fois la surface de la France. Elle est bien détruite. C'est là qu'on a un projet environnemental. Non, on n'a pas planté 1,5 million d'arbres. On a planté 2,7 millions d'arbres. Et on est en train de planter 1 million de plus. Là, maintenant, on plante les arbres qui vont rester 500 ans, 1000 ans. Ces arbres on appelle les climax. On est en train de les planter à nouveau. Et on travaille avec des centaines, peut-être des milliers de fermiers dans notre vallée au Brésil. Vous savez, le Brésil est un pays énorme. Notre vallée, c'est de la taille de Portugal. Et on travaille avec des milliers de propriétaires ruraux. On est en train de planter une quantité d'arbres dans les fermes des autres, en plus de l'espace d'Institut Terra. Expliquez-nous, il y a eu beaucoup d'informations et d'intox au moment du sommet de Biarritz à propos de l'Amazonie qui brûle, du danger que ça représente. Et puis en même temps, on entendait que c'était une tradition, que les paysans avaient l'habitude de brûler leurs récoltes. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Vous savez, on a parlé l'année dernière, au mois de juillet, août, de ces feux de forêt en Amazonie. L'Amazonie, c'est une forêt humide, très humide. Elle ne brûle pas comme ça. Vous savez, vous pouvez mettre feu, elle ne brûle pas. Pour que ça brûle la forêt, il faut la battre. Donc, la forêt qu'on a brûlée au mois de juillet, août l'année dernière, c'est une forêt qui était mise à terre après l'arrivée du président Bolsonaro, n'est-ce pas? C'était déjà des branches secs, des bois secs qui a brûlé. Et cette année, ça va être pire.
on est en train d'abattre beaucoup plus parce que M. Bolsonaro, il a enlevé tous les filtres de protection à l'écosystème amazonien. Les IBAMA, c'est l'Institut national de l'environnement qui protégeait l'écosystème. La FUNAI, c'est la Fondation nationale des Indiens qui protégeait les communautés indiennes. Pratiquement un écosystème. Il a tout détruit. Et donc, cette année, les feux des forêts seront pires encore. J'ai travaillé avec les Indiens Marubo. Non, j'ai travaillé avec 12 tribus d'Indiens différentes pendant 7 ans. Et on prépare un assez grand livre, une grande exposition qui doit commencer à Paris au mois d'avril l'année prochaine, à la Philharmonie, à la Cité de la Musique à Paris. De même temps qu'on fera ici, on fera à São Paulo, à Rio et à Rome. On aura 4 expositions ouvertes en même temps. Vous avez donné une interview au Journal du Dimanche dans laquelle vous disiez « Je songe au monde d'après ». Est-ce que, à votre avis, on tirera des leçons de ces mois de confinement? J'espère bien qu'on tirera des leçons. Et on voit très bien qu'on a vécu un drame incroyable. Quand vous pensez, là maintenant, si on commence à penser à ce moment qu'on avait des régions de France, il y avait une quantité de morts tellement énorme qu'on ne pourrait pas voir des lits suffisants. On les transportait en trains spéciaux, en avion, tout ça, les drames qu'on a vécus, les drames de toutes ces familles qui ont perdu des êtres bien-aimés. Vous savez, l'expectative terrible, comme pendant une guerre qu'on a eue dans ce pays-ci. On est en train de la voir dans le monde entier. Et j'espère bien qu'on va tirer une grande leçon de tout ça et voir que l'État, il est fait pour les citoyens. L'État n'est pas fait pour les profits, pour l'argent accumulé, les investissements d'État, les retours. Mais quand vous vivez à Paris en ce moment, depuis quelques années, et vous n'avez pas le sentiment quand même que la France et le Brésil, c'est le jour et la nuit? Non, ce n'est pas le jour et la nuit. La France et le Brésil, ils ont une énorme proximité. Notre constitution, elle était basée sur la constitution française. Toute la vie intellectuelle du Brésil était très basée sur la vie intellectuelle française. La France, le Brésil, c'est le pays avec lequel la France a la plus grande frontière commune à travers de la Guyane française. Donc, il y en a beaucoup de choses en commun. La différence, c'est qu'ici, c'est un pays riche, avec un système de sécurité sociale, une médecine publique colossale, fantastique. Et nous, on est un pays pauvre. Mais des points de vue philosophiques, des points de vue comportement sociétaire, on n'est pas très différents un peuple de l'autre. Merci Sebastião Salgado. Je suis malheureusement obligé de mettre fin à cet entretien passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réécouter sur nos antennes. On se retrouve demain avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud, qui sera le producteur de cinéma Patrick Godot, qui nous parlera de la crise de la production aujourd'hui en France et dans le monde. À bientôt.